Alors c'est un chiffre qui est incroyable et peu connu. Au cours de leur vie, 7 femmes sur 10, mais c'est énorme, 7 femmes sur 10 sont en contact avec le papillomavirus, appelé aussi HPV. C'est un virus sexuellement transmissible qui peut évoluer en cancer du col de l'utérus, mais qui peut aussi compliquer une grossesse. Alors la plupart du temps, ce virus peut être dépisté et soigné. C'est tout l'intérêt de faire ce genre d'émission. Papillomavirus, quel risque? Quel traitement? Pourquoi faut-il mieux informer les femmes? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. D'abord Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci de venir nous raconter votre histoire. Alors vous avez contracté le papillomavirus lorsque vous aviez 27 ans, comme beaucoup de femmes. Aujourd'hui vous êtes une maman épanouie de 3 enfants. Vous avez vu l'histoire, non pas se termine bien, mais évolue parfaitement. Jules a 9 ans, Colline 6 ans et Elliot 3 ans. Donc merci encore d'être là. Et puis à vos côtés, le docteur que nous allons assaillir de questions, c'est le docteur Jessica Dahansal. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité de La Fontaine à Saint-Denis. Aurélie, comment ça a commencé le papillomavirus pour vous? Alors en fait, c'est au cours d'un frottis de contrôle que j'avais l'habitude de faire régulièrement. Donc ça se passe comme d'habitude. Et par contre, du coup, j'ai reçu un courrier me stipulant que les résultats n'étaient pas tout à fait normaux. Et donc la gynécologue me demandait de revenir à son cabinet pour faire des examens complémentaires. Alors il faut dire que c'est vrai que quand on a les résultats de son frottis, c'est par courrier, généralement on ne comprend rien. D'où l'intérêt, docteur, de nous expliquer ce qu'est le papillomavirus. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer? Alors le papillomavirus, c'est un virus, comme son nom l'indique, mais ce n'est pas une maladie en tant que telle. Comme vous l'avez très bien dit, un grand nombre de femmes va être en contact avec ce virus tout au long de sa vie. Et la plupart du temps, les défenses immunitaires naturelles vont éliminer ce virus. Et il ne va pas rester en portage chronique au niveau du vagin et ne va pas se manifester. Donc ça veut dire qu'il y a une injustice entre les femmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui le dégagent. Tout à fait. Et il y en a d'autres qui le gardent. Tout à fait. En fonction du terrain, cela peut jouer. Alors docteur, puisque nous sommes en direct, on reçoit pas mal de questions pour vous, notamment Joséphine qui aimerait savoir si seules les femmes sont porteuses du papillomavirus. Alors c'est une bonne question puisque effectivement les hommes peuvent être aussi en contact avec ce virus puisque c'est sexuellement transmissible. On en parle surtout pour les femmes puisque c'est un facteur de risque, le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus, qui est une maladie grave, potentiellement mortelle et qui touche les femmes jeunes. Chez l'homme, il peut y avoir un portage chronique au niveau génital et au niveau oropharyngé, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a des symptômes qui sont visibles, on peut diagnostiquer? Alors c'est pas systématique, la plupart du temps il n'y a pas de manifestation clinique. Néanmoins, cela peut se manifester au niveau génital par des verrues, au niveau vulvaire ou au niveau du périnée et même au niveau de l'anus parfois. C'est pas douloureux, mais ça peut être désagréable. Les fameuses crêtes de coq? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle donc les condylomes, ce sont des crêtes de coq, c'est ça? Voilà, c'est une petite verrue qui peut se manifester sous forme de crête de coq, mais aussi sous forme comme une verrue classique. Donc si on a ça, il faut de toute façon aller consulter. Tout à fait, et vérifier son statut de son frottis. D'accord. Alors Aurélie, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes retournée chez le gynéco? Donc, elle m'a fait un examen qui s'appelle une colposcopie, en me disant qu'elle allait du coup faire une biopsie. En me rassurant dans les premiers temps, en me disant vous inquiétez pas, mais on va quand même, pour être tranquille, faire une biopsie, pour être sûr qu'il n'y ait pas un gros souci. Et alors après, vous avez donc les résultats de la colposcopie. Colposcopie. Oui, je me disais, il y avait une lettre qui allait pas. Colposcopie. Donc là, par contre, j'ai eu le résultat, on va dire, un message sur mon répondeur me disant les résultats sont pas bons, rappelez-moi vite. Et donc, j'étais à l'étranger en plus, enfin bon. Et elle me dit, il faut quand même qu'on se voit vite, il faut agir rapidement. Sans m'expliquer dans les détails, mais elle me dit, du coup, j'ai pris rendez-vous avec un confrère spécialisé. C'était pour 4 jours après, quoi. Donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un peu un caractère d'urgence, sans avoir bien compris encore tous les détails. Et donc, je suis allée à ce fameux rendez-vous. Alors, comment ça se dépiste, le papillomavirus, docteur? Alors, on va rechercher la présence de ce virus en présence de cellules anormales sur le col de l'utérus. C'est-à-dire que si le frottis présente des cellules atypiques ou pathologiques, alors on va rechercher la présence de ce virus, puisque l'association des deux devient un facteur de risque de cancer du col de l'utérus. Et donc, effectivement, à la suite d'un frottis anormal, donc comme le décrit Aurélie, effectivement, il faut être ensuite orienté vers un spécialiste qui va réaliser une colposcopie. Donc, c'est un examen avec une grosse loupe où on va regarder le col de l'utérus à gros grossissement.
en mettant des colorants qui peuvent mettre en évidence certaines lésions atypiques, et on réalisera éventuellement des biopsies pour avoir une analyse plus profonde du col de l'utérus et détecter d'éventuelles lésions précancéreuses. Alors, à quel rythme est-ce que les femmes doivent faire un frottis? Ça, vraiment, c'est quelque chose que vous allez devoir inscrire en lettres de feu dans votre cervelet. Alors, pour toute femme qui n'a pas d'antécédent particulier, qui est en bonne santé, c'est à partir de l'âge de 25 ans. Les premiers frottis se font à 1 an d'intervalle, et si les 2 frottis sont normaux, ensuite on peut faire un frottis tous les 3 ans. D'accord. On peut avancer l'âge du premier frottis, à voir avec le gynécologue, en fonction de certains facteurs de risque, notamment chez les femmes immunodéprimées comme atteintes du VIH, ou chez les femmes qui ont eu un premier rapport à un âge très jeune, avec différents partenaires. On peut avancer l'âge du frottis. Alors, que vous a annoncé votre gynécologue? Vous aviez un papillomavirus de quel stade? Donc quel il me type? dit SIN 3, donc pour moi ça voulait rien dire. Donc il m'explique quand même que c'est un stade un peu avancé, bien avancé, et qu'il faut assez rapidement en fait les enlever pour éviter que ça évolue sur un cancer grave ou quelque chose comme ça. Donc en fait il me propose une intervention. Dans mes souvenirs c'était une semaine après. En me disant on va faire une conisation, c'est chirurgical, on va enlever une partie du col pour éviter justement que ça évolue de façon négative. Donc ça va être une opération assez importante parce qu'il me disait qu'il devait quand même m'enlever une partie conséquente, sachant qu'à l'époque j'avais pas encore d'enfant et j'en voulais. Alors docteur, là vous parlez d'un stade 3, enfin SIN 3, est-ce que vous pouvez nous expliquer, il y a plusieurs types de papillomavirus? Alors oui, tout à fait. Il existe plus d'une centaine de types de papillomavirus. Les plus connus sont HPV 16, 18. Certains sont oncogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent favoriser... cancérigènes, qui peuvent favoriser le cancer du col de l'utérus. D'autres non, mais à la limite, peu importe le type. Ce qui est important de comprendre, de bien faire la différence, c'est les stades d'évolution des cellules du col de l'utérus. Et quand vous parlez de SIN 3, là, en fait, c'est CIN 3, c'est l'évolution des cellules du col de l'utérus qui passe d'un stade pré-cancer peu évolué vers un stade pré-cancer plus avancé. Et le stade d'après, c'est le carcinome in situ, c'est-à-dire le cancer, puis le cancer invasif. Ça se traite comment, du coup? On parle de conisation, c'est systématique? Alors, attention, on ne traite pas vraiment le papillomavirus. Le papillomavirus, on le traite s'il est symptomatique. Donc, comme on l'a vu avec des condylomes qui sont gênants, on va les traiter soit par des crèmes, soit par du laser. En revanche, ce qui est important de prendre en charge, c'est les lésions précancéreuses et d'aller voir un spécialiste qui va prendre en charge et traiter en fonction d'un ensemble de choses. Du frottis, des résultats de la colposcopie, des biopsies, mais aussi de l'âge de la patiente et de son désir de grossesse immédiat ou différé, parce qu'en prenant l'ensemble de ces paramètres, on va décider d'une conisation immédiate ou d'une surveillance dans un premier temps et une conisation un peu plus tard. Donc en fait, ce qu'on traite, ce n'est pas la maladie, mais la lésion générée par la maladie. C'est ça. Le papillomavirus n'est pas une maladie en tant que telle. On va traiter les lésions précancéreuses. Et justement, docteur, à l'instant, Julie sur Facebook nous dit « J'ai déjà eu des lésions précancéreuses traitées par conisation. Est-ce que ça peut récidiver ?» Alors oui, tout à fait, et c'est pour ça que c'est extrêmement important, après une conisation, d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché que la population générale et de faire un frottis très régulièrement. Alors post-conisation, c'est tous les 3-6 mois, puis annuellement jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut récidiver, combien de temps après? Toute la vie, même après 15 ans, 20 ans? Oui, tout à fait. D'accord. Donc toute la vie, un frottis par an. Clémence s'interroge, lorsqu'on détecte un papillomavirus, alors qu'on est enceinte, peut-on le traiter pendant la grossesse? Alors, le papillomavirus en tant que tel, encore une fois, on ne va pas le traiter pendant la grossesse, pas nécessairement. En revanche, les lésions précancéreuses, elles doivent être prises en charge. Et la question de la conisation pendant la grossesse est une véritable question, parce que c'est un sujet très délicat, parce que la conisation en cours de grossesse n'est pas du tout un geste anodin. Il va provoquer un risque de complications pendant la grossesse, et notamment de rupture prématurée des membranes, d'accouchement prématuré et même de fausse couche tardive, c'est-à-dire après 3 mois de grossesse. Et donc c'est important de bien prendre en compte la situation. Et globalement, aujourd'hui, les recommandations, c'est de ne pas faire de conisation en cours de grossesse, mais de surveiller de manière très rapprochée avec des colposcopies à 3 mois, 5 mois, 7 mois de grossesse. Et de faire la conisation juste après l'accouchement? Exactement. En général, si les lésions persistent, 6 semaines après l'accouchement. Aurélie, comment s'est passée cette fameuse conisation, cette intervention?
Donc c'est au bloc, anesthésie générale, et là il m'explique qu'il va faire son maximum pour préserver mon col, pour du coup pouvoir faire des bébés. Et donc ma grande crainte c'était de me réveiller et qu'ils me disent désolé, on a dû tout enlever. Donc ça a été ma première question quand je me suis réveillée en me disant le col. Et il m'a dit écoutez, j'ai dû enlever beaucoup pour être sûre. Mais il reste encore un petit bout, donc ça ira pour les grossesses, mais il faudra prendre des précautions particulières. Ça sera un suivi particulier. Est-ce que le papillomavirus a un impact sur la fertilité, docteur? Ça, c'est une question que beaucoup de femmes se posent. Alors, un impact sur la fertilité directement, non. Ça ne rend pas infertile. En revanche, il est important de vérifier son frottis, de vérifier que tout va bien avant d'envisager une grossesse pour pouvoir le faire sereinement. Il y a Lise qui vous demande, est-ce que si on me découvre un papillomavirus pendant ma grossesse, je vais le transmettre à mon enfant? Est-ce que c'est génétique? Alors, ce n'est pas génétique, mais vu que le portage, il est vaginal, au moment de l'accouchement par les voies naturelles, l'enfant, le nouveau-né, va être en contact lui aussi avec le papillomavirus. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune manifestation chez l'enfant de ce papillomavirus. Dans des cas extrêmement rares, il peut y avoir la papillomatose laryngée, c'est-à-dire des signes au niveau de la gorge de l'enfant, mais c'est un cas sur 10 000. Donc on préconise tout de même l'accouchement par les voies naturelles, même en présence d'un papillomavirus. Alors Aurélie, vous êtes tombée enceinte 2 ans et demi après la conisation. Comment s'est passée cette grossesse? Premier trimestre sans problème, parfait. Et à la fin du premier trimestre, j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions. J'avais revu j'étais suivie en fait par le spécialiste qui m'avait opéré pour mes grossesses. Et là, il m'a dit, dans l'idée, il aurait fallu faire un cerclage. Mais il n'y a plus assez de colle, donc il y a beaucoup trop de risques à faire un cerclage. Il m'expliquait que c'était pratiquement sûr que derrière, du coup, ça déclencherait, ça me ferait perdre le bébé en fait. Et docteur, c'est quand même un cas extrême, Aurélie, non? Là, on se dit que la plupart du temps, on n'enlève pas des gros bouts comme ça, non? Alors, je ne sais pas précisément quelle taille faisait la conisation, mais il est vrai que, quelle que soit la taille de la conisation, il s'agit d'un facteur de risque, comme je vous le disais, d'accouchement prématuré, et donc une prise en charge pendant la grossesse très particulière, une surveillance à avoir. Le cerclage prophylactique, c'est-à-dire mettre un fil autour du col de l'utérus en début de grossesse, c'est quelque chose qui se discute, qui doit être discuté, et il est recommandé pour ces femmes-là d'être prises en charge en maternité de niveau 3, justement pour discuter de l'éventualité d'un cerclage. Et on le fait si il y a d'autres facteurs de risque associés, par exemple. Et si on ne le fait pas, il est important d'avoir un suivi régulier avec des échographies du col qui vont vérifier qu'on n'est pas dans une situation de menace. D'accord. Alors, au 5e mois de votre grossesse, les choses se sont aggravées, Aurélie? Donc là, ça contracte, ça s'arrête plus. Je vais faire une petite visite à la maternité pour juste une petite visite. Et en fait, cette visite, ils m'ont dit, en fait, vous repartirez plus jusqu'à l'accouchement parce qu'il y a pratiquement le col est effacé. On vous garde. Donc là, du coup, je suis restée couchée sous perfusion jusqu'à l'accouchement. Avec, du coup, des passages en urgence en maternité 3, en me disant bébé va arriver demain, avec un contrôle très très régulier. Donc est-ce que ça a bougé, pas bougé, bougé. À la fin, ils voulaient même plus ausculter, du coup, en disant on n'y touche plus, on n'y touche plus, on n'y touche plus. Et quand même, avec les perfusions pendant 3 mois couchés, on a quand même tenu jusqu'à 8 mois. Bon, et alors les autres conséquences de la conisation sur la grossesse, ça peut être quoi? Alors, c'est l'accouchement prématuré, la rupture prématurée des membranes et les fausses couches tardives. Sur la grossesse, on a fait le tour. Alors, donc, vous avez eu 2 permissions de sortie de la maternité, 2 maturations des poumons et vous avez accouché donc à 8 mois de grossesse du petit Jules. Est-ce que vous avez eu les mêmes soucis pour vos 2 grossesses suivantes ou pas? Alors, pour ma fille, là, du coup, j'ai accouché beaucoup plus tôt. Pour les 3, en fait, j'ai perdu les os trop tôt. Pour ma fille, c'était à 6 mois. Donc là, c'était une grande prématurée. Alors après, je ne sais pas l'impact de la conisation. Il y avait aussi une infection, mais du fait qu'il n'y ait presque plus de colle, tout monte plus vite aussi. Et puis, pour mon 3e, du coup, encore en avance, à 7 mois. Donc ça a eu quand même, a priori, des gros impacts sur vous. Le médecin m'avait dit, de toute façon, pour vous, la grossesse à terme, il ne faut pas trop y croire.
Alors on a la grande question qui est posée par Lydia. Elle est maman de 2 filles qui ont 8 et 5 ans et du coup elle vous demande, docteur, vous conseillez de vacciner les jeunes filles car avec tout ce qu'on entend là, on ne sait plus quoi penser du vaccin. Alors effectivement, il y a la polémique actuelle sur les vaccins dans laquelle je ne rentrerai pas. En revanche, la vaccination contre le papillomavirus... elle est clairement recommandée par les sociétés savantes sur le sujet, notamment la Fédération française de colposcopie, qui recommande clairement de vacciner les jeunes filles dès l'âge de 11 ans pour être sûr que ce soit bien avant l'âge du premier rapport sexuel. Et cela diminue l'incidence du cancer du col de l'utérus. Donc, Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne vaccine... En fait, on ne préconise de vacciner que les jeunes filles avant leur premier rapport sexuel. Pourquoi est-ce qu'une femme comme moi, 43 ans, qui refait ma vie, pourquoi pas, qui donc peut être en contact avec le papillomavirus, je pourrais pas me faire vacciner, moi? Parce que, comme vous l'avez très bien dit en début d'émission, le portage chronique est le portage du papillomavirus est très fréquent. Et donc, on suppose qu'une femme qui a déjà eu des rapports sexuels avec des personnes différentes va très probablement avoir été à un moment donné en contact avec le papillomavirus. Et donc, le vaccin ne servira à rien. Donc, il est utile que chez les jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Il y a Gabriel qui vous demande, puisque ce virus est transmissible par voie sexuelle, pourquoi est-ce qu'on vaccine uniquement les femmes? À quand un vaccin indiqué pour tous? Il me semble, dit Gabriel, que c'est le cas aux États-Unis. C'est vrai, et c'est en cours de discussion et probablement qu'on y viendra. Ok. Oui, il n'y a pas de raison que les hommes ne se fassent pas vacciner. Tout à fait. Hein, bon. Alors, autre sujet dont on parle beaucoup dans la presse, ce sont ces fameux cancers de la gorge. C'est Michael Douglas qui a dit que c'était venu justement du papillomavirus. Enfin bref, il y a eu tout un pataquès. Pour m'être renseigné, moi, mon gynéco me dit mais non. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ça? Est-ce que c'est vrai que le papillomavirus peut donner des cancers de la gorge? De la même façon qu'on a des lésions précancéreuses sur le col, est-ce qu'on peut en avoir sur le pharynx? D'ailleurs, moi, je ne sais pas, je Alors oui, effectivement, le portage chronique peut entraîner de la transformation de cellules et pas forcément que sur le col de l'utérus. Maintenant, en termes de santé publique, on parle du cancer du col de l'utérus parce que c'est beaucoup plus fréquent et comme je le disais, ça touche des femmes jeunes. Au niveau du portage oropharyngé, c'est quelque chose qui existe, dont on parle pas beaucoup effectivement, mais parce que c'est quand même quelque chose de rare et il n'existe pas aujourd'hui en France de dépistage systématique chez l'homme du papillomavirus au niveau du pharynx et les hommes le consulteront en cas de symptômes. Si vous parlez des hommes, c'est un problème qui concerne les hommes cette fois, contrairement au col? Alors, ça mais parlons vrai, on parle de fellation et de cunilingus. J'imagine que ça peut toucher aussi les femmes. J'ai pas entendu parler de cas. Effectivement, oui, ça peut toucher les femmes. Maintenant, voilà. Comme c'est quelque chose de rare, on peut pas le dépister. C'est beaucoup plus rare. On peut pas faire comme l'angine avec un petit coton-tige. Il n'existe pas pour l'instant de mesures de dépistage au niveau du pharynx. On va le faire uniquement en cas de lésion. Aurélie, vous pensez à faire vacciner Colline, vous, plus tard? Oui. Autant je suis assez pro-vaccin, pas forcément sur tous, mais ça oui, parce que je voudrais lui éviter de passer par là quand même. C'est bien. Voilà, le docteur valide. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, docteur. Merci Aurélie pour votre témoignage. C'était important pour nous aujourd'hui de vous informer, parce que c'est vrai qu'on est un peu paumé. Hein. Alors là, c'est vrai que le vaccin, encore plus que pour tout. Donc c'était important de faire un petit point route ce matin.